Bonjour à tous. Eh ben écoutez, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, du coup, grâce à Elegy, que vous connaissez peut-être, que vous voyez très souvent sur les lives de Megamax, chez les Vengeurs de Candor, chez AfroGeek par exemple, ou avec nous sur la chaîne Réservoir Pop ou sur la chaîne d'Inglorious Berserker. Donc elle m'a fait savoir qu'il y avait un article qui était sorti sur le site officiel de DC Comics, euh, donc DC Comics US, sur tous les easter eggs présents dans le film de Batman. Du coup, je trouvais que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ça ensemble. En plus, je sais que tout le monde n'est pas forcément anglophone, donc du coup, voilà, peut-être que certains qui n'auraient pas eu l'occasion de tout comprendre pourront comme ça y avoir accès. Donc, on va commencer tout de suite. Je trouve ça assez intéressant, du coup, de tout réunir comme ça. Ça permet de parler de comics en plus, surtout. C'est ça qui est bien. Alors, on va directement prendre au premier easter egg. Donc, naturellement, le film commence avec un easter egg. Il y a un article de presse sur le bureau du maire Mitchell à propos de l'arrestation de Sal Maroni. Le boss Maroni est un gangster gothamite dont la présence remonte à Detective Comics 66. Et il est surtout connu comme étant un homme, comme étant l'homme qui a blessé Harvey Dent, effectivement, donc celui qui lui a lancé l'acide au visage, où Harvey s'est protégé avec son dossier, ce qui a pu protéger une moitié de son visage, ce qui a donné le double face tel qu'on le connaît. Même si ce n'a pas l'air d'être le cas dans Batman. Effectivement, pour l'instant, dans The Batman, on n'a pas la présence d'Harvey Dent. Donc, oui, effectivement, on peut dire que c'est un easter egg. Après, oui, c'est un élément du film, easter egg, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais bon, on va dire oui. Alors, cette sombre voix off vous rappelle-t-elle quelque chose? La voix intérieure, la narration intérieure de Bruce Wayne porte une forte ressemblance aux pages de l'histoire classique Batman Year One. Alors oui, j'irai même plus loin là-dessus, je sais pas s'il en parle plus tard, mais on peut même dire que ça rappelle beaucoup... Enfin, il y a ce carnet, en fait, cette voix off, c'est ce qu'il écrit dans son carnet. Et le carnet n'est pas lui sans rappeler ce qui a été créé par Grant Morrison, du coup pendant son run sur Batman, avec c'est le Black Bookcase File, je crois, quelque chose comme ça. Donc sur son livre noir dans lequel il réunissait les cas qu'il n'avait pas réussi à résoudre. Donc ça rappelle aussi ça. Bon, alors la photo, on devine quel va être le suivant. Est-ce que l'un de ces membres de gang vous a paru familier? Non, vous n'êtes pas fou. C'était vraiment Jay Lycurgo, qui joue Tim Drake dans la série HBO Max Titans. Selon une interview que Jay a faite l'année dernière, avec eux, avec le site l'année dernière, même les producteurs de Titan n'avaient pas idée qu'il faisait partie du film. Alors oui, parce que j'ai vu plein de théories de gens qui disaient oui, vous avez vu, il va devenir Robin, regardez, c'est lui qui est dans le Titan. Sauf que non, alors donc comme il dit, les producteurs n'étaient pas au courant. Après c'est rigolo, parce que quand il y a eu le premier trailer sur The Batman, effectivement tout le monde l'a repéré, parce que voilà, il y avait cette tête qui rendait super bien, où vraiment il était complètement choqué par ce qui se passait devant lui. Du coup il est beaucoup ressorti de tout ça. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est. Mais du coup, ouais, après, évidemment, Internet est parti en théorie, ça va être le Robin de The Batman. Non. Non, ça n'arrivera pas. Alors, le suivant. Quand un criminel demande à Batman qui il est, il répond: je suis vengeance. Euh, Cet échange, alors Chilling, ouais, cet échange euh, qui, qui refroidit, qui fait dresser les poils sur le bras, est pris d'une confrontation avec le pingouin dans, la graphic novel Batman Earth One. Oui, alors ça, je pense ça va revenir, mais beaucoup de choses sont prises de Batman Earth One. Après, le Vengeance, je dirais même ça remonte plus loin en fait. Ça remonte à la série animée.
Alors je sais plus le titre de l'épisode, mais ça remonte à un épisode de la fameuse série animée des années 90. Donc là-dessus, je suis pas vraiment d'accord avec eux. C'est bien plus ancien que ça en fait. Alors, le fichier du GCPD, GCPD, donc Gotham City Police Department, euh, qui enquête sur le meurtre de Mitchell, viennent du pressing du secteur 39, qui est une référence à 1939, qui est bien évidemment l'année de création de Batman dans Detective Comics numéro 27. Évidemment. Alors pour l'anecdote, il y a une page qui vient de se vendre. Alors c'est la dernière page, donc il n'y a qu'une page, c'est la dernière. Donc il n'y a même pas Batman dessus, c'est juste une page de pub qui en plus est à moitié arrachée, elle est déchirée de partout, qui vient de se vendre à 2666 $. C'est, ça devient fou les prix sur ces trucs-là, c'est assez incroyable. Mais c'est tout récent, ça vraiment. C'était une vente aux enchères qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Alors, euh, on a un meilleur point de vue sur le mur de Mitchell, donc le maire, pendant la scène d'enquête sur le crime. Et si vous avez des yeux assez rapides, vous avez peut-être remarqué une page de la Gotham Gazette, du journal. Ah, et c'est un journal qui apparaît depuis 1941 dans les comics, depuis Batman numéro 4. Et c'est aussi le nom euh, d'un site mensuel avec des infos, des colonnes sur Batman. Ouais, alors la série, en plus je suis en train de relire justement la série de Batman qui remonte à 1941 et c'est assez fun du coup de relire ça, donc ce côté Golden Age avec des histoires qui sont assez drôles. Je le conseille vraiment. Alors, pas pour des nouveaux lecteurs, clairement pas, mais pour des gens qui vraiment aiment beaucoup cet univers et ont envie d'en savoir plus, de voir les premières itérations des personnages, les premières apparitions, c'est vrai que c'est assez fun à lire. Donc ça, je le conseille vraiment. Alors, le commissaire du CPD est un homme corrompu nommé Pete Savage. Euh, un homme nommé Pete Savage avait aussi été vu dans la série de 1966, la série télévisée. Cette version de Savage ouais, était un membre de l'élite gothamite. Est-ce que c'est une référence ou une coïncidence? Seule Matrice peut répondre à cette question. Donc ouais, effectivement, il y a un Pete Savage dans la série 66. Maintenant, voilà, est-ce que c'était fait exprès? À voir. Il y a des chances. Après, c'était pas vraiment le même rôle. Je pense qu'il voulait pas reprendre encore le commissaire Loeb qui était déjà apparu dans d'autres versions de Batman, qui est la version comics. Donc voilà, je pense qu'il a voulu changer, prendre quelqu'un d'autre. Alors cette version de Bruce Wayne vit dans la tour de l'entreprise Wayne. Effectivement, il vit dans un penthouse du coup au sommet de la tour. Euh, avec une Batcave en dessous, ce qui est un hommage à l'âge de bronze où Batman avait ce genre de setup. Oui, alors là en plus c'est quelque chose qui est expliqué dans, euh, dans le préquel, qui est ce petit livre Bibliothèque verte qui a été sorti. C'est dommage que ce soit pas plus expliqué dans le film, effectivement. Euh, c'est une des choses qui manque, je trouve. Et ça aurait mérité quand même d'être un petit peu développé dans le film, le pourquoi est-ce qu'il vit là et pas dans le Manoir Wayne, bien comprendre que Manoir Wayne est devenu un orphelinat. Euh, Pareil, le fait que la Batmobile, en fait, il travaille dessus depuis qu'il a 13 ans, que cette Batcave, en fait, c'était le terminus d'une station de métro de train qui était réservée aux Wayne, qui était leur station privée pour rentrer chez eux. Donc c'est des choses qui sont pas du tout expliquées dans le film, et c'est un peu dommage, vu qu'il y a peu de monde quand même qui a lu le préquel. Ensuite, le rôle d'Alfred Pennyworth, qui est joué par Andy Serkis, euh, ouais, donc qui est fortement, lourdement inspiré euh, de ce qu'on voit dans Batman Earth One, encore une fois, Batman Terre 1 en français. La barbe d'Alfred, sa canne, parce qu'il faut savoir que dans Terre 1, il lui manque une jambe, qu'il a perdue en sauvant Thomas Wayne, donc le père de Bruce. Et ensuite, Thomas Wayne aura été celui qui l'aura aidé à remarcher.
sa relation d'amour-haine avec Bruce est aussi prise de terre 1. Et, et son attitude générale. Mais alors, j'irai même plus loin, parce que tu as aussi toute la partie entraînement. En gros, dans Terre 1, euh, Alfred arrive à Gotham le jour de la mort de Thomas Wayne, avant la mort de Thomas Wayne, pendant la campagne électorale. Et Thomas Wayne a fait appel à lui parce qu'il a entièrement confiance en lui. Et il a besoin de quelqu'un pour le protéger, parce qu'il reçoit des menaces. Et donc il a besoin de quelqu'un pour le protéger lui, mais aussi surtout pour protéger Martha et Bruce. Sauf que donc c'est le jour où Alfred arrive, c'est le fameux jour où c'est la sortie hebdomadaire des Wayne, et du coup il refuse qu'Alfred l'accompagne, et c'est la nuit du fameux drame. Du coup, une fois que la police est là, après la mort des Wayne, Alfred apprend qu'il a été désigné comme le responsable légal de Bruce Wayne. Au début, il refuse, mais en fait, il se rend compte que s'il refuse, Bruce Wayne se retrouvera en orphelinat. Ce qu'il veut pas. Et il y a une scène où Alfred va voir Bruce à la cuisine. Bruce lui demande: mais t'es qui toi? Enfin, pourquoi tu me parles? Et Alfred, qui veut pas se considérer comme un père ou quelque chose comme ça, va lui répondre: je suis ton majordome. D'où la naissance de leur relation et de la fonction d'Alfred Pennyworth. Donc eux, il s'est complètement tiré d'Orphan. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Alors, The Iceberg Lounge, le nightclub, donc l'Iceberg Lounge, et le royaume du pingouin est un haut lieu de la corruption depuis que ça a fait ses débuts dans Batman 600, dans Detective Comics, pardon, Detective 183, effectivement. Euh, lors de la visite de l'Iceberg Lounge, lors de sa visite de l'Iceberg Lounge, Batman apprend qu'un officier nommé William Kenzie est un corrompu. Kenzie a été introduit pour la première fois dans Gotham Central 32, et sa version comic books était aussi corrompue, on va dire, que la version du film. Alors oui, et ça je ne saurais trop vous conseiller. Alors je ne l'ai pas encore lu. C'est vraiment sur ma liste des comics que je dois lire de manière urgente. Mais voilà, c'est écrit par Ed Brubaker et Greg Rucka, qui d'ailleurs la team se reforme pour la série animée produite par Matt Reeves. Donc c'est d'autant plus intéressant. Mais du coup, c'est un excellent comics qui se focalise donc sur la police de Gotham City. Et ça, vraiment, tous les gens qui l'ont lu m'ont tous dit que c'était vraiment génial. En plus, j'adore ce que font Greg Rucka ou Ed Brubaker. Donc, ouais. Même sans l'avoir lu, je le conseille quand même. Parce que voilà, même moi, je sais qu'il faut vraiment que je le lise. Alors, on apprend que Thomas Wayne a sauvé la vie de Carmine Falcon quand Bruce était un enfant. Alors oui, ça en plus, en voyant le film, j'avais vraiment l'image en 7 pages justement de comics en tête. Et donc ça vient effectivement de The Long Halloween. On le voit aussi dans l'adaptation. Et donc là, vous pouvez voir effectivement la page. Et j'avais en tête cette image pendant le film, du coup au cinéma, de ce jeune Bruce Wayne qui regardait par la rambarde comme ça. Ça, c'est vrai que ça faisait plaisir à voir. Alors, c'est super cool. En même temps, ça fait partie là encore, dans ce cas-là, c'est pas gênant. Moins que pour le rapport avec Alfred, par exemple, ou d'autres choses. Mais voilà, il y a des choses comme ça, je trouve, dans le film que j'ai adoré, mais qui sont pas développées. Et heureusement pour des lecteurs de comics comme moi ou comme pour beaucoup d'autres, du coup, on comblait les trous avec des éléments des comics qu'on avait encore en tête. Mais c'est vrai, pour Alfred, par exemple, je trouve que c'est vraiment pas assez développé. Là, sur ce truc-là, c'est pas grave. Mais sur Alfred, par exemple, c'est pas assez développé. Et heureusement, quand on a lu les comics, c'est vrai qu'on comble des trous que le film aurait dû. Sur des choses que le film aurait dû raconter lui-même. Alors, on, on visite donc la région est de Gotham, la partie est de Gotham, qui est une des zones les plus dangereuses de la ville. Cette zone a été vue pour la première fois dans Batman 404. Et c'est là que le Dark Knight rencontre pour la première fois Catwoman dans la continuité post-Crisis, après Crisis. Ouais, alors, sauf qu'à l'époque, enfin,
C'est un flashback. Donc du coup, dans ce moment-là, c'est pas encore le Dark Knight. C'est avant justement qu'il décide de créer son costume de Batman. Mais oui, effectivement, euh, où il va dans cette zone, il vient de revenir à Gotham, il va dans cette zone habillé en civil, avec sa petite veste en cuir, et il s'attaque à un Mac, en fait, dans la rue. Sauf que, comment elle s'appelle c'est Holly, qui va s'attaquer aussi à lui, donc une jeune prostituée qui est la protégée de Catwoman, et Catwoman qui voit ça par sa fenêtre, vu qu'Holly va poignarder la jambe de, de Batman, enfin de Bruce Wayne l'écarte violemment, et du coup, euh, et du coup Selina Kyle saute par la fenêtre, qui n'est pas encore Catwoman à l'époque, saute par la fenêtre et va aller se battre avec, avec Bruce Wayne, et du coup leur première rencontre, c'est lui qui contre un coup de pied, et qui juste après lui met vraiment une grosse patate de forain. Donc voilà, c'est la première rencontre dans cette continuité de Bruce Wayne et Selina Kyle. Donc c'est assez rigolo. Quand on sait toute l'histoire qu'ils auront derrière, qui les réunit. Voilà, leur première rencontre, c'est un contre et une grosse droite de Bruce Wayne. Alors, si vos yeux sont rapides, vous pourriez remarquer quelques easter eggs assez cool dans la rue, des signes, des panneaux, ou des panneaux, ou comment on appelle ça, des enseignes. Par exemple, quand la Batmobile poursuit le pingouin, si vous arrivez à, à vous détacher de l'action, vous pourrez remarquer le Robinson Bridge, qui est, oui, alors, qui est évidemment une référence à Jerry Robinson, qui est un des artistes qui a eu une grosse influence sur la création de beaucoup du lore de Batman. Alors, il aurait une part sur la création du Joker. Là-dessus, il y a plusieurs versions, selon si on a la version de Bill Finger, de Bob Kane ou celle de Jerry Robinson. Euh, il a aussi alors pareil pour Robin. Par contre, il a clairement eu une grosse influence sur la création de Double Face, par exemple. Et voilà. Et beaucoup, de toute façon, beaucoup du lore, effectivement, du, euh, de Batman. C'est quelqu'un qui est très important dans l'histoire de Batman. Alors, la campagne électorale de Thomas Wayne est aussi un hommage à Earth One. Oui, clairement. Très clairement. Puis il y en aura d'autres, mais ça, je pense qu'ils vont en parler. Je vais attendre pour voir. Alors le buste de William Shakespeare, effectivement, qu'on peut voir dans le bureau de Bruce Wayne, c'est une référence à la série 66, parce qu'il faut savoir que dans la série 66, en fait, pour aller à la Batcave, il y avait un buste comment de William Shakespeare, et il fallait soulever la tête qui pivotait en arrière, et il y avait un bouton qui permettait du coup d'ouvrir l'entrée secrète pour atteindre la Batmobile. Est-ce que vous avez remarqué que l'adresse sur le paquet que reçoit Bruce Wayne, le paquet explosif, il y a l'adresse Kane Street qui sera un hommage au créateur de Batman, Bob Kane, le fameux créateur qui aimait énormément tirer la couverture à lui. Voilà, c'est pour ça que Bill Finger n'est apparu que beaucoup plus tard en tant que créateur de Batman. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Bob Kane est quelqu'un qui a été énormément critiqué sur sa propension à tirer la couverture à lui. Alors là, j'imagine qu'ils vont parler de l'origine de Catwoman, donc oui. Dans un twist surprise, qui évidemment ne l'était pas pour ceux qui ont lu les comics, Selina révèle que Carmine Falcone est son père. Un développement de scénario pris dans Batman The Long Halloween, Batman Dark Victory, donc Amère Victoire, et Catwoman When in Rome. Alors oui, il faut savoir que dans les comics, ça n'est jamais totalement confirmé. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, c'est quasiment confirmé. Disons qu'il y a vraiment, il y a des éléments qui vont dans le sens effectivement de, 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 de cette origine, mais justement jusqu'à la fin, qui ne seront jamais confirmés à 100%. Elle repart en ayant encore un doute, même s'il y a des gros éléments qui semblent aller dans le sens-là. Ça fait partie justement du scénario, le fait que jusqu'à la fin, il y a encore un doute qui va subsister.
Mais je vous conseille vraiment, hein, les trois, bon, évidemment, Long Halloween, Amère Victoire qui est excellent, que personnellement je préfère même à Long Halloween, même s'il faut avoir lu Long Halloween avant pour l'apprécier à sa juste valeur, et Catwoman When in Rome, du coup, qui se passe pendant Amère Victoire et qui est excellent à lire aussi, où elle part avec le Riddler, justement, à Rome à la recherche de ses origines, qui est vraiment vraiment excellent à lire aussi, avec un scénario de Jeff Lubb et les excellentes illustrations de Tim Sale. Alors, certains fans de la première heure de Batman ont pu être surpris d'apprendre que le nom de jeune fille de Martha était Arkham et non pas Kane. Oui, parce qu'il faut savoir que dans les comics, le nom de Martha c'est Kane et pas Arkham. Parce que justement, enfin dans le canon plutôt on va dire, son nom est Kane. Et d'ailleurs c'est pour ça que Batman est de la famille de Batwoman, qui est une Kane, et donc voilà, qui est sa cousine en fait. La mère de Bruce Wayne était la sœur du père de Batwoman. Alors, mais c'est encore une fois, voilà, bon, c'est encore une fois repris effectivement de Terre 1, et plus que ça d'ailleurs, il n'y a pas que le nom, même toute la backstory sur la famille Arkham, du coup, avec tout ce côté, la mère qui aurait tué, la mère de Martha qui aurait tué son mari avant de se suicider, ça c'est complètement dans Terre 1 aussi, hein. Tout ça, ça a été repris de cette histoire-là que je ne saurais trop vous conseiller, donc écrit par Geoff Jones, et qui est vraiment excellent, et le tome 3 qui en est la fin est sorti il y a quelques semaines, 2 semaines je crois d'ailleurs, en France. Oui, donc là, alors ça c'est sur le... En fait, on apprend du coup que le journaliste qui a été tué du coup, qui allait révéler les choses sur le passé de Martha, s'appelle Edward Elliot. Edward Elliot, qui est du coup l'arrière-arrière-grand-père d'un personnage très connu dans le lore de Batman, qui est Tommy Elliot, euh, qu'on connaît plus sous le nom de Hush. Hush qu'on voit d'ailleurs apparaître ensuite sur l'écran pendant la projection, quand il est dans le manoir Wayne, et qu'il y a cette projection dans une salle avec des images de la campagne de, de, de Thomas Wayne. Et Edward Elliot est un des fondateurs dans les comics de Gotham, au même titre que les Kane et que quelques autres familles. Donc, c'est ouais. Du coup, moi, je me demandais à ce moment-là si en fait le Riddler se révélerait être le fils de ce journaliste, ou peut-être que Hush apparaîtra plus tard. Mais je trouve que ça ressemble un peu beaucoup, du coup, puisqu'il y a tout ce truc. Enfin, au niveau du costume, ça ressemble un peu. Je sais pas. On verra du coup. À mon avis, ça risque de rester juste un easter egg. On verra bien. Alors, en parlant de cette vidéo, ah oui, ça montre rapidement une lettre du cabinet d'avocats qui s'appelle Miller and Moore. Et évidemment, c'est une référence à Frank Miller et Alan Moore. Ça, bon, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, qui sont voilà, deux auteurs aidé, qui ont vraiment aidé à la modernisation. Disons qu'ils étaient vraiment dans la lignée de ce qu'avait commencé à créer Denis O'Neill, qui pour moi est certainement une des personnes les plus importantes dans toute l'histoire de Batman. Et d'ailleurs, c'était lui l'éditeur euh, au moment où Frank Miller ou Alan Moore ont écrit leurs œuvres. C'est lui qui leur a donné l'autorisation. Et mais du coup, effectivement, enfin, les œuvres de Miller, c'était un premier best-seller moderne de Batman. Ça a été juste fou. À une époque où ça se vendait très mal, il a ramené Batman sur le devant de la scène de manière absolument flagrante. Il y a pas à discuter là-dessus. Alors, oui, donc il y a plusieurs lieux connus du lore de Batman qui sont cités pendant les news. Par exemple, Blackgate, qui est donc une prison, Gotham Heights, Port Adams, Grand Park et d'autres. Donc voilà, effectivement, c'est des petits lieux, c'est logique, qui sont cités. Après, c'est peut-être moins des easter eggs
que tout simplement le fait que, bah, voilà, ça se passe à Gotham, donc forcément, c'est des lieux de Gotham qui vont être cités. Quand Selina se confronte à son père, elle porte effectivement une tenue qui est exactement la tenue qu'elle porte au début dans son apparition dans Irwan, qui est donc ce corset, ce pantalon en cuir. Et donc, oui, avec les cheveux courts en plus, c'est exactement la tenue qu'elle porte dans sa première apparition. Et du coup, les fans se doutaient que ça allait arriver en voyant ça. Le moment où elle le griffe, qui n'est pas sans rappeler, effectivement, encore une fois, Batman Year One, où elle lui fait cette même marque, où elle le griffe. Hein, je crois que c'est pour sauver Batman, si je me souviens bien à ce moment-là d'ailleurs. Faudrait que je revérifie, je l'ai lu il y a un moment, mais je crois que c'était ça. Alors, quand la police arrête le Riddler, il trouve deux différentes cartes d'identité. Une dans laquelle il s'appelle Edward Ashton et l'autre Patrick Parker. Euh, Selon Batman Legends of the Dark Knight numéro 187, Edward Ashton était le surnom du Riddler, était le vrai nom du Riddler avant qu'il le change pour Edward Nigma. Ouais, de toute façon, dans les premières versions, la version Golden Age, Edward Nigma est son vrai nom. Patrick Parker est un des nombreux alias qu'il a utilisés au cours des années. Ouais, donc là c'est sur la référence. Effectivement, toute la partie de fin, du coup, est une grosse référence à Year Zero de Scott Snyder avec Greg Capullo au dessin, où justement le Riddler avait réussi à faire inonder toute la ville de Gotham. Ouais, une image, les magnifiques dessins de Greg Capullo, un des artistes cultes de l'histoire de Batman. Alors, malheureusement, l'inondation n'est que le début. La loi martiale est déclarée peu après ça, avec les criminels faisant la loi dans les rues. Ce statu quo Mirrors, rappelle, reproduit ce moment où Gotham était devenu No Man's Land. C'est une référence à l'arc qui s'appelle No Man's Land. Après un tremblement de terre, après qu'un tremblement de terre ait détruit la ville dans les comics. Donc oui, effectivement, c'est un arc à lire d'ailleurs, No Man's Land, que je conseille vraiment. Alors, le Riddler est incarcéré à Arkham State Hospital, l'hôpital d'État Arkham, euh, alors que dans les, dans les, dans les comics, Arkham est en général connu comme Arkham Asylum. Ce nom, donc Arkham State Hospital, est actuellement plus proche des origines d'Arkham. Quand ça a été vu pour la première fois quand c'est apparu pour la première fois dans Batman 258, c'était le nom qui était donné, donc Arkham Hospital, et non pas encore Arkham Asylum. Ah oui, donc Selina parle, elle dit qu'elle pense aller dans une ville qui s'appelle Bloodhaven, donc évidemment c'est la ville de Nightwing, qui apparaît pour la première fois dans Nightwing numéro 1 en 1996. Donc voilà, pareil, alors il y en a plein qui se sont dit ah, référence à Nightwing, oui, bon, Nightwing il n'existe pas dans ce monde-là, hein. Il n'y a pas eu il y a pas eu de Robin. On se rappelle, comme dirait l'ami Cap, il est en année 2 pour l'instant. Donc il n'y a pas encore de il y a pas encore de Robin. Et Cap, d'ailleurs, j'attends toujours les t-shirts année 2, hein. Je compte bien en acheter un. Alors, à la fin du film, Batman décide de changer sa mission de vengeance à espoir. C'était un thème majeur euh, dans la graphique nouvelle, dans le roman graphique Batman Ego, qui a été cité comme une des grosses influences au film. Ouais, Batman Ego, que je ne saurais évidemment trop vous conseiller, donc écrit et illustré par l'excellent Darwin Cook, euh, qui est aussi responsable d'ailleurs de Infinite Front. J'ai retrouvé de mémoire. Justice League, Nouvelle Frontière, Venue Frontière, qui est un de mes romans graphiques préférés. Et ouais, Ego qui est excellent, en fait, dans lequel on a vraiment ce côté où Bruce Wayne va rentrer en conflit
avec l'entité Batman, et vraiment eux deux vont échanger, vont être en désaccord et vont devoir justement trouver comment s'allier à nouveau et comment pouvoir travailler ensemble. Et ouais, vraiment à lire. Excellent. Et enfin, ouais, donc ouais, en référence au l'erreur du film, la faute technique, le mauvais geste, l'apparition de Joker. Voilà, ça, sur toutes les discussions qu'on a eues dans différents streams, on est tous d'accord, je crois, pour dire que ça doit être le genre de truc où il y avait des types de la Warner avec des matraques derrière qui ont obligé Matt Reeves à mettre ça dans le film, mais clairement, ça n'apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Surtout quand on sait qu'en plus, normalement, il y avait une scène pendant le film où justement il y avait un peu un rapport à la Silence des agneaux, avec Bruce Wayne enfin Batman qui devait aller voir le Joker pendant le film pour demander des conseils au Joker parce qu'il avait du mal à comprendre justement le Riddler. Ce qui là, pourquoi pas, aurait pu être intéressant. Mais le problème, c'est que soit tu enlèves les deux scènes, soit tu laisses les deux, soit tu enlèves les deux. Mais tu laisses pas juste cette dernière scène, ça n'a aucun sens du coup. Donc ouais. Mais donc voilà. En tout cas, voilà pour les références. Bah écoutez, je pense qu'ils en ont effectivement cité la plupart. Il y en aurait sûrement d'autres à trouver. Mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ou à mettre un pouce vers le bas si c'est pas le cas. Et puis voilà, bah, du coup, il y a d'autres vidéos qui arrivent. J'en prépare une sur l'histoire de Morbius dans les comics. Parce que même si je vous avoue que le film me hype vraiment pas plus que ça, c'est toujours intéressant de pouvoir parler comics. Et puis, ça m'a été demandé par Primo Cygnus, qui d'ailleurs a sa chaîne lui aussi. Et, euh, et voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis, je trouve ça cool de répondre à la demande des abonnés. Donc pareil, si vous avez des demandes sur des personnages, des arcs, quoi que ce soit, je dis pas que je le ferai forcément, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander, ça ne coûte rien. Ça donnera peut-être une vidéo. Et voilà, une autre vidéo que je prépare, certains le savent, qui me demande un peu plus de temps, mais qui arrive aussi. Donc pas mal de choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être au courant à chaque fois qu'une vidéo arrive. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, et à très bientôt. Au revoir.